Avant de commencer, je veux remercier Grégory Fabre et Robin Varenas, qui sont tous deux chargés de projet au NT2 Concordia et qui ont contribué à la préparation de cette présentation, qui est moins, si on veut, qui se veut justement beaucoup moins théorique que ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, mais qui cherche à mettre en valeur différents projets qu'on est en train de développer au NT2 Concordia et à préciser les tendances vers lesquelles nos recherches nous mènent. Alors, les technologies de l'information et de la communication, on le sait, changent radicalement la façon dont on envisage tous les aspects de la vie contemporaine. On pense notamment à la manière dont on interagit avec les autres, aux modes d'expression dont on fait usage et aux processus liés à la circulation et à la conservation de l'information. Le domaine des humanités numériques n'échappe pas à ces modulations. En effet, dans un contexte de plus en plus orienté vers la sémantisation des contenus, ou Web 3.0, il devient primordial de créer des outils de diffusion reposant sur des protocoles universels qui permettent de qualifier et d'indexer les objets efficacement afin d'optimiser le partage des contenus et la performance des moteurs de recherche, de manière à jouer un rôle fondamental dans l'avancement de la recherche et des connaissances. Partant de ce postulat, j'examinerai ici la question de la sémantisation des contenus en proposant dans un premier temps une réflexion très brève, un peu plus générale sur le modèle sémantique, puis dans un second temps, en présentant dans une perspective descriptive et analytique des projets en cours de réalisation au laboratoire NT2 Concordia, qui exploitent la catégorisation, la sémantisation et la synchronisation des contenus à des degrés divers. Le premier, l'Observatoire du discours financier en traduction pour la catégorisation. Le second, le projet d'archivage de la revue Spirale pour la sémantisation. Et enfin, Hyperroi, justement, le site dont vient de nous parler Charlotte, consacré à l'édition électronique des manuscrits et des inédits de Gabriel Leroy, pour ce qui est de la synchronisation. Dans un article publié récemment dans le collectif pratique de l'édition numérique aux presses de l'Université de Montréal, sous la direction de Michael Sinatra et de Marcello Vitali Rosati, qui était ici tout à l'heure, Grégory Fabre et moi avons défini les principales caractéristiques des métadonnées. Donc, une métadonnée est une donnée, une information qui permet de décrire et de structurer un objet. Et nous avons tenté d'expliquer certains des enjeux liés à la structuration des contenus, qui sont justement au cœur des préoccupations actuelles du laboratoire NT2 et du NT2 Concordia et de ses plus récents projets. Le propos de cet article, à visée essentiellement pédagogique, permettait de saisir de manière générale l'importance de créer des outils de diffusion mieux adaptés au transfert et à la circulation des connaissances dans le contexte actuel. Si le Web 2.0 a placé l'utilisateur au cœur de ces enjeux, celui-ci jouant un rôle actif en partageant, en contribuant, en commentant les contenus, donc les blogs, les wikis, les communautés, les réseaux sociaux par exemple, le Web 3.0, le Web sémantique, exige plutôt de penser en termes de structuration et de programmation des métadonnées. Il s'agit alors d'adopter des stratégies visant à rendre les contenus intelligibles, partageables et catégorisables en partant d'une conception et d'un regard commun sur l'objet à qualifier, de manière à ce que ces modalités de structuration puissent être réutilisées par l'ensemble de la communauté. Donc, parlons d'abord de l'Observatoire du discours financier en traduction, qui apparaît par magie à l'écran. L'Observatoire du discours financier en traduction est lié aux recherches que mène Pierre-Pascal Boulanger, professeur de traduction au département d'études françaises de l'Université Concordia, sur la traduction du discours médiatique. Le point de départ de ces recherches est la question suivante. Comment a-t-on parlé des réalités financières dans les journaux anglophones et francophones canadiens durant les 7 années d'euphorie qui ont précédé la crise de 2008, époque où les produits financiers avaient atteint un niveau de complexité inégalé? En se fondant sur le fait, je cite Pierre-Pascal Boulanger, que la presse a une incidence considérable sur la vie des citoyens et qu'elle est un terreau fertile pour l'analyse du discours, l'Observatoire du discours financier en traduction souhaite examiner la manière dont les journaux canadiens ont exprimé les réalités financières à l'ère du paradoxe entre la complexification à outrance des produits de consommation financière et l'obligation de transparence dictée par la bonne gouvernance. Le travail entrepris il y a quelques mois poursuit 2 objectifs. D'abord, l'extraction de la terminologie par laquelle le discours financier journalistique se construit et se transforme dans la sphère médiatique. Et ensuite, le repérage des idéologies qui sous-tendent ce discours. Le projet consiste à constituer un site destiné à remplir les fonctions de veille journalistique, d'agrégation, d'archivage et de diffusion des contenus. Dans un premier temps,
Il s'agit de récolter et de filtrer les articles parus dans 4 journaux francophones, soit La Presse, Le Droit, Le Devoir et Le Journal de Montréal, et 4 journaux anglophones, The Montreal Gazette, The Globe and Mail, The Financial Post et le Toronto Star. Certains articles sont déjà en format numérique, alors que d'autres doivent être transformés par des logiciels de reconnaissance de caractère. Dans un second temps, les principales composantes des textes rassemblés sont étiquetées. On pense aux substantifs, aux verbes, aux adjectifs et aux adverbes. Selon Pierre-Pascal Boulanger, cette méthodologie, empruntée à l'analyse critique du discours et à la linguistique computationnelle, permet de voir avec précision la manière dont les éléments du texte s'organisent pour structurer une idéologie, construire une rhétorique et mobiliser une terminologie dans un contexte socio-culturel donné. Enfin, le site offrira un moteur bibliographique, une fonctionnalité de filtrage par facette et un module de diffusion et de traduction visuelle des résultats. On pourra dès lors fouiller les textes à l'aide d'un concordancier pour générer des listes de mots et la fréquence de ceux-ci, des concordances, des listes de mots dans leur environnement, et des listes de co-occurrents, donc d'agencements récurrents de mots. Alors, est-ce qu'on peut peut-être faire une petite démonstration? Alors là, c'est finalement ce qui est donné à voir, c'est finalement le premier élément que Mme Marcotte évoquait, à savoir finalement la mise en place de facettes qui permettent de guider l'utilisateur vers les différents contenus qui sont diffusés au sein de ce site. Les différents articles présents au sein de ce site sont finalement le résultat d'une injection de plusieurs milliers d'articles issus des différents journaux qui ont été évoqués également par Sophie et catégorisés. C'est-à-dire, nous avons été chercher ces articles et nous les avons réinjectés au sein du site en les catégorisant avec les vocabulaires et termes que Pierre-Pascal Boulanger nous avait évoqués. Donc c'est finalement ce qu'on va trouver sur la partie droite, c'est le résultat justement de cette catégorisation qui va nous permettre de naviguer au sein des résultats que le moteur de recherche nous a recensés. Donc on peut voir que si on clique par exemple sur une catégorie telle que le devoir, il va réduire un certain nombre d'informations pour donner à voir les catégories restantes finalement. Donc on imagine que dans le devoir, il y a les archives allant de 2007 de 2008, excusez, à 2011 finalement, concernant l'objet d'étude de Pierre-Pascal Boulanger. Merci. Pardon? Est-ce qu'il y a une recherche multiterme ou c'est toujours une recherche interne? Alors oui, absolument. Oui. La base finalement de cet outil permet justement une recherche multiterme et une accumulation, donc une recherche, si l'on clique par exemple sur Banque Nationale, on voit qu'il est venu se rajouter, que cette catégorie est venue se rajouter à l'ensemble des autres éléments chargés. Est-ce qu'il n'est pas en ligne officiellement encore? Non, c'est un démonstrateur. Oui, c'est ça, en primaire. Ce qui est particulier ici, c'est que l'ontologie qui est créée dans Drupal, elle est créée après avoir repassé l'ensemble des contenus. Et l'autre chose qui est... L'autre élément particulier, c'est que le site de l'Observatoire du discours financier, c'est d'abord et avant tout un outil. Ce n'est pas considéré comme un environnement de connaissances. Alors, il va contenir essentiellement des contenus textuels, mais le design va demeurer, somme toute, assez secondaire par rapport à la structuration des contenus. Du point de vue du NT2 Concordia qui réalise le projet, la singularité de celui-ci repose d'abord sur le fait que le site constitue surtout un appui éventuel à la recherche. Alors, plusieurs des projets qu'on a menés jusqu'ici sont en fait l'occasion de fournir des résultats préliminaires ou achevés, de diffuser des résultats de la recherche, alors qu'ici même, le site est nécessaire aux chercheurs qui vont mener les recherches sur le corpus. Donc, ce n'est pas un site qui est destiné à l'ensemble de la communauté des chercheurs et il trouvera bien sûr peu d'intérêt auprès du grand public, mais il pourra servir aux chercheurs en traductologie, en littérature et en journalisme qui s'intéressent au discours contemporain sur le thème financier. Il pourra éventuellement remplir aussi une fonction pédagogique parce que certains professeurs de traduction recourent à des corpus d'actualité dans le cadre de leurs cours et qu'il existe peu de corpus systématisés de cette manière dont il est possible d'extraire des renseignements aussi précis. Enfin, au-delà du corpus primaire de textes parus de 2000 à 2008, le site continuera d'être alimenté de certaines dépêches financières actuelles, ce qui, selon Pierre-Pascal Boulanger et son équipe, potentialise sa fonction d'observatoire. Passons au second cas, qui est celui du projet Spirale.
Donc, c'est un cas différent. Donc, Spiral, finalement, a donné le mandat au NT2 Concordia de lui constituer un nouveau site. Alors là, on va montrer le site actuel de la revue. Donc, ce site, le site actuel est plutôt statique. Il va permettre d'effectuer des recherches de références d'articles parmi les textes parus jusqu'en 2003, mais il ne contient aucun article en version intégrale. Il offre également aux lecteurs qui le souhaitent de se procurer d'anciens numéros à prix réduit. Il les invite à consulter gratuitement les numéros parus de 2002 à 2009 sur la plateforme Érudit. Il offre aussi un moteur de recherche. Il est où, le moteur de recherche? Le moteur de recherche? Oui, recherche. Ben non, voilà. C'est difficile à trouver, hein? Bon, je vais le décrire. À ce moment-là, on ne le trouve même pas. Oh, je l'avais trouvé. C'est la preuve qu'il fallait un nouveau site. OK, moteur de recherche. Moteur de recherche. Alors, ici, on s'attendrait à pouvoir, ici par exemple, par auteur de l'œuvre, on va prendre Bertrand Gervais, bien sûr. Donc, si on tape Bertrand Gervais, par exemple, on va obtenir la référence aux différents articles qui ont été consacrés à des livres écrits par Bertrand Gervais. Mais on n'a pas accès à la ressource comme telle, on n'a que la référence. Donc, c'est un site, c'est même un moteur de recherche qui est très statique. Il ne présente que des informations très fragmentaires qui vont obliger les lecteurs à effectuer d'autres manipulations ou d'autres recherches afin d'avoir accès justement à l'intégralité des contenus. L'objectif du projet qu'entreprend Spiral, en collaboration avec le NT2 Concordia, est de concevoir un site dynamique qui rendra disponible en ligne l'intégralité des articles de la revue. Le site doit, d'une part, se marier aux principaux moteurs de recherche comme Google, Yahoo, Bing, et d'autre part, échanger directement avec d'autres plateformes de diffusion équivalentes, notamment Érudit. Le graphisme du site sera également conçu pour être réactif aux différents dispositifs de diffusion, comme les tablettes et les téléphones intelligents. Il est par ailleurs envisagé de proposer aux lecteurs le téléchargement de la revue en cours ou des numéros archivés dans un format interprétable par les liseuses, donc EPUB ou PDF par exemple. Dans le cas du projet Spiral, il ne s'agit pas, comme dans celui de l'Observatoire du discours financier, de repasser l'ensemble des contenus avant de constituer l'ontologie. Au contraire, l'ontologie se créera au fur et à mesure de la construction de l'archive. Il en résultera un écosystème beaucoup plus général, dont la valeur ajoutée se situera dans l'inscription du site au sein d'une communauté qui dépasse les frontières de la recherche universitaire pour s'ouvrir à un lectorat moins spécialisé. Le principal défi réside dans la mise en place d'une circulation efficace de l'information, ce qui oblige à repenser intégralement la hiérarchisation des sections telle qu'elle est présentée sur le site actuel de la revue. Par exemple, là, Grégory pourra vous guider, plusieurs types de contenus seront à créer afin d'assurer la fluidité de la circulation de l'information. L'atomisation des types de contenus constituera une étape primordiale lors de cette structuration. Les types de contenus correspondent en fait au réceptacle de l'information diffusée. Les données, ce que j'ai appelé ici des atomes, sont d'abord considérées comme indépendantes du système dans un premier temps et c'est le réceptacle principal qui sera créé qui permettra de réunir ces atomes. Cela rend la recherche de différents types de contenus, des textes, des images, des vidéos, des extraits audio par exemple, possible au sein du moteur de recherche principal du site où les contenus seront consultables de manière indépendante selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, comme dans Google par exemple, où on a texte, images, vidéos, etc. Tout en faisant partie d'une même ontologie ou d'un même nœud. Par exemple, un texte auquel serait rattaché un extrait vidéo et une image serait considéré comme un nœud. L'environnement de recherche spécifique Apache Solar qui sera déployé permettra par ailleurs une recherche croisée grâce aux différents termes composant certains articles de la revue. Plutôt de convoquer inutilement ici des détails très techniques, je me contenterai de vous renvoyer à l'exemple de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, de Figura, ou encore à celui de la plateforme proposée par Érudit, que vous avez sans doute déjà tous consulté à maintes reprises. Deux projets qui utilisent aussi Apache Solar pour permettre à leurs utilisateurs d'effectuer des recherches spécifiques par type de contenu ou mots-clés. Enfin, pour favoriser la constitution d'une communauté très forte autour de la revue Spiral, un module conçu pour répondre aux besoins des organismes à but non lucratif dans la gestion de leurs relations avec les clients sera intégré au site. Le dit module permet notamment la création de campagnes de financement et l'envoi massif d'infolettres.
Plusieurs types de contenus au sein du site auront une structure sémantique, c'est-à-dire que la manière dont ils seront structurés informera le contenu diffusé. Cette pratique est fondamentale dans la relation que le site Spiral entretiendra avec les principaux moteurs de recherche, comme je le mentionnais, et dans l'échange de données avec les autres plateformes en ligne. L'optimisation du moteur de recherche, conçue dans cette perspective d'interopérabilité, permettra enfin d'accroître la visibilité et le positionnement de la revue dans les moteurs de recherche afin d'en améliorer l'accessibilité. Concrètement, le site donc va proposer un accès à la ressource complète. On verra la catégorisation des éléments trouvés à gauche, un peu comme on l'a vu sur le site de l'Observatoire du discours financier. Et la nouveauté du projet réalisé par le NT2 Concordia résidera notamment dans la création des vocabulaires qu'on appelle aussi facettes, que Grégory évoquait tout à l'heure, qui correspondent à la catégorisation des contenus. Par exemple, 20e siècle, Québec, littérature, sciences, technologie, femmes, écriture migrante, etc. Ces facettes viendront informer de manière générale le type d'information dont le contenu est chargé. Puis bon, comme je le disais tout à l'heure, l'autre apport majeur, je pense, de l'expertise du NT2 Concordia sera véritablement l'adaptabilité de la ressource au nouveau dispositif de diffusion. Passons maintenant à Hyperroi, dont je parlerai beaucoup plus brièvement parce qu'on en a déjà parlé avec la communication de Charlotte. Donc, le projet Hyperroi propose, lui, une autre façon d'envisager l'utilisation des métadonnées, cette fois hors du sémantique. En effet, il s'agit plutôt, comme je le disais d'entrée de jeu, de rassembler dans un même site l'ensemble des manuscrits et des inédits de Gabriel Leroy et d'en présenter une édition électronique qui permette la visualisation simultanée de plusieurs états d'un même texte, de manière à permettre de reconstituer, du point de vue de la génétique textuelle, le processus d'écriture de la romancière. Donc ici, on a un exemple, la détresse et l'enchantement, dont on voit les 3 premiers états. Dans le cas, justement, de la détresse et l'enchantement, dont on possède 2 états manuscrits, 2 états tapuscrits, et pour lequel on a établi un texte final, on doit faire en sorte, dans l'étiquetage des textes, de pouvoir comparer les portions de texte qui comportent des modifications plus ou moins significatives selon les cas d'un état à l'autre. Il s'agit ainsi de baliser les documents d'archives et les manuscrits afin d'indiquer les correspondances entre les différents blocs de texte. Et ce sont justement les métadonnées intelligibles par le système qui permettent l'établissement de ces correspondances. Ainsi, il n'est pas ici question d'indexation ou de sémantisation, mais bien de synchronisation des processus par le processus de balisage qui attribue une étiquette ou, dans un langage plus technique, un ID, aux différentes portions de texte par le vocabulaire propre aux conventions de la TEI. D'un point de vue technique, la singularité de ce projet, aussi réalisé par le NT2, repose sur la création de modules de visualisation qui permettent justement cette synchronisation des différents états de texte à partir de l'étiquetage des correspondances. Pour conclure, donc, on a parcouru brièvement 3 modèles de structuration différents qui exploitent la sémantisation et les métadonnées à des degrés divers. Pourquoi, de manière plus générale, utiliser les métadonnées? Parce qu'elles permettent d'abord de proposer une lecture plus globale d'un objet d'étude. On peut penser à cet égard à la logique du tag cloud. Et là, je suis très déçue parce que sur mon propre ordinateur, j'avais créé un tag cloud à partir du texte de ma communication. Je ne peux pas vous le montrer. Peut-être que tu peux montrer celui de l'OIC. Donc, une manière quantitative d'investir les facettes. Et on se rapproche ici des interfaces voyants proposées par Stéphane Sinclair. Par ailleurs, les métadonnées permettent d'anticiper des échanges futurs que les systèmes pourraient éventuellement mettre en place, autrement dit de prévoir le dialogue entre les systèmes s'interrogeant sur des objets communs. Enfin, l'utilisation des métadonnées correspond à une tentative d'utiliser un schéma existant ou de créer un nouveau schéma sémantique où tous les champs attendraient de recueillir une information spécifique pour s'approprier un objet qui jusqu'alors n'aurait pas été spécifié ou schématisé. L'un des meilleurs exemples serait celui de la pharmacologie, où tous les champs sont prévus pour la description des médicaments. Le nom du médicament, la composition chimique, la posologie, les effets secondaires, les contre-indications, etc. Dans le cas des projets du NT2, on envisage notamment la création d'un schéma sémantique spécifique aux œuvres hypermédiatiques qui ont des caractéristiques très singulières. Tous ces modèles qui exploitent la sémantisation à des degrés divers entraînent la création de nouveaux modèles encyclopédiques et pédagogiques qui joueront très certainement un rôle de plus en plus marquant dans l'avancement de la recherche et des connaissances, autant chez les chercheurs que dans la communauté. Merci beaucoup. Merci Sophie. Et Grégory. Et Grégory, bien